ce que je pense, c'est que c'est une formule qui a été empruntée à d'autres situations, et elle m'a semblé un peu suspecte parce que c'est un ministère, et c'est un ministère islamiste qui l'a mise, donc elle est d'une certaine manière un peu entachée comment dire, oui, de la couleur de ceux qui l'ont mise, de ceux qui l'ont mise en place. Mais encore une fois, pour moi, ça, ce sont des, comment dire, des hypothèses de travail. Hein. Je ne suis pas là pour dire ça marche bien ou ça marche pas bien, c'est pas mon problème. Mais ce qui m'intéresse encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on veut faire à travers la justice transitionnelle. Ce qui me semble important dans la justice transitionnelle telle qu'on la raconte, mais c'est celle qu'on la raconte en Afrique du Sud ou ailleurs, c'est que ça a permis, pas tellement de connaître l'histoire, mais que les gens vivent ensemble. Donc pour moi, une justice transitionnelle, ça ne sert pas, je suis historienne, donc rien ne sert à connaître l'histoire que le fait de la faire. Et de la faire d'une façon honnête. Donc c'est pas parce que vous la faites d'une façon politique qu'elle est faite. Et donc la justice transitionnelle, ça sert à ce que les gens vivent ensemble. Ça ne sert pas à connaître l'histoire. Je suis formelle là-dessus, parce que je pense que l'histoire, c'est autre chose. Je pense aussi que la mémoire, ce n'est pas l'histoire. Je pense encore une fois que la mémoire a toutes les raisons d'exister, mais qu'encore une fois, l'histoire, c'est autre chose. La mémoire des victimes ou la mémoire des gens qui ont souffert est une chose absolument légitime qu'il faut mettre, encore une fois, sur le tapis, et qu'une société ne peut pas fonctionner si cette mémoire-là n'est pas dite, n'est pas exprimée et n'est pas formulée. Mais ce n'est pas l'histoire pour moi, c'est de la matière pour l'histoire future. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, je ne dis pas que la justice transitionnelle n'est pas nécessaire en Tunisie, mais telle qu'elle a été faite jusque-là, elle est entachée de beaucoup de dispositions qui la rendent un tout petit peu bancale, à mon avis, pour que la Tunisie vive d'une façon plus équilibrée. Et encore une fois, c'est parce qu'elle a été faite d'une façon politique et politicienne. Voilà. C'est cette politisation de la justice transitionnelle qui, à mon avis, aujourd'hui, est le plus grand obstacle pour que la justice transitionnelle serve à la société tunisienne future. L'histoire, elle sera faite par les historiens. Et la mémoire, aujourd'hui, elle est en marche. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, je vous ai parlé tout à l'heure de la liberté de la parole et de cette espèce de désordre qu'il y a dans les médias. Aujourd'hui, tout le monde parle de tout, y compris les Trabelsi. Dimanche dernier, un des Trabelsi, de l'entourage de Leila Trabelsi, son neveu, est venu parler pendant 3 heures à la télé. 73,5% d'audimat. Les Tunisiens ont regardé ça. Et c'est ça la mémoire. Alors c'était ridicule. Le journaliste était ridicule. Le type lui-même, il avait quelque chose de... C'est un personnage de cinéma. Un bel homme comme ça, un artiste très souriant, nous parlant de Ben Ali et de ses maîtresses, des petits mots, etc. Bon, mais moi, j'ai trouvé ça absolument kitsch, si vous voulez. Mais si 73% des Tunisiens ont regardé ça, c'est un travail de mémoire qui a été fait en direct. Alors d'une façon pas du tout exemplaire. Hein, parce que, alors les gens ont dit, oui, c'est les Trabelsi qui préparent le retour. Les gens ont dit, ce journaliste, il est là pour faire accepter le futur retour de tous ces gens-là qui sont exilés, etc. On peut dire ce que l'on veut. 73,5% des Tunisiens ont regardé. Voilà. Et cette mémoire-là, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas dites, à mon avis, les médias aussi peuvent y contribuer. Ce n'est pas une... alors, ce qui peut se faire, et qui est, à mon avis, de l'ordre de la justice, mais au sens d'appareil, c'est que les gens qui ont volé soient jugés, c'est que les gens qui ont tué soient jugés, etc. Ça doit se faire. Mais nous avons d'abord une magistrature complètement à plat encore, et encore une fois, c'est pour ça que je vous dis, le problème n'est pas de nommer des instances comme ça, ni de copier, ni rien du tout, ni même de faire des lois. Parce que la loi sur la justice transitionnelle, que j'ai regardée de près, parce qu'elle commence en 1955, juste pour qu'on incrimine les gens qui ont travaillé sous Bourguiba, ils sont presque en train de mourir. Je veux dire, à quoi ça sert à un pays d'incriminer des gens qui vont presque mourir judiciairement? Ce qui est important, c'est qu'on le dise et qu'on sache ce qui s'est passé pour que ça ne se répète pas.
C'est ça qui est le plus important. Donc moi je pense encore une fois, cette espèce de quincaillerie n'a pas beaucoup de sens pour moi, encore une fois. C'est une quincaillerie qui n'a pas encore, qui ne fait qu'exister. Sur le papier, mais qui n'a pas encore donné de preuves. Il faudrait que la Tunisie soit mieux, sinon il nous faut des psychiatres et des psychologues, et peut-être pas une justice traditionnelle. Voilà, c'est une société qui a besoin de vivre de manière beaucoup plus équilibrée. Est-ce que nous avons besoin de ce modèle d'Afrique du Sud? Je demande à voir, pour le moment. C'est tout ce que je dis. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure le mot creuse. Hein? C'est parce qu'elle est encore creuse de résultats. Il n'y a pas encore de résultats. Voilà ce que je voulais. Donc, c'est pas pour être méchant, ni avec la justice traditionnelle, ni rien du tout, mais c'est pour essayer de juger un peu toutes ces tentatives d'instaurer des institutions. Et à mon avis, ces institutions ne peuvent servir que si la Tunisie vit d'une manière beaucoup plus rassérénée elle-même, c'est-à-dire que les voleurs soient connus, que les assassins soient connus, que les biens soient restitués. C'est ça qui est important. Ce n'est pas que, encore une fois, ce n'est pas que l'histoire, parce que l'histoire, ça c'est l'affaire des historiens. Ils ont besoin d'outils, ils ont besoin de recul, ils ont besoin de discuter avec d'autres historiens du monde entier, et surtout pas entre eux, parce que sinon ils feraient une chakchouka tunisienne, et en fait il faut faire de l'histoire, etc. Donc voilà, il faut faire de l'histoire avec des outils intellectuels valides. Hein. Voilà, c'est ça l'histoire pour moi. Mais d'incriminer, ça c'est le travail de la magistrature, etc. Et après, c'est aussi... c'est un travail de recherche de la vérité qui est légitime pour une société en crise comme la société tunisienne, sinon il n'y aurait pas eu une révolution, mais qui doit se faire aussi par plein de vecteurs, entre autres les médias. Et là aussi, nos médias aussi ne sont pas tout à fait à la hauteur, parce que l'émission de dimanche, je vous dire, ça ne volait pas très haut. Hein. Mais bon, il y avait des choses qui ont été dites. Alors, je vais finir par les questions, et puis pour l'histoire de l'armée, merci beaucoup pour cette question, parce que je l'ai zappée par incompétence, mais aussi peut-être parce que je ne sais pas grand-chose sur l'armée. La seule chose que je sache sur l'armée, j'ai appris des choses sur l'armée depuis 2011, mais c'est que l'armée elle-même, l'armée tunisienne, avait quelque chose aussi d'un peu mise à l'écart, depuis Bourguiba. Bourguiba l'a mise à l'écart parce qu'il craignait un autre pouvoir, et il l'a maltraité beaucoup. Il a pas du tout, il a fait la journée de l'armée, il inaugurait chaque année, il décorait, etc. Mais en même temps, ils n'étaient pas dans une situation très grande. La seule chose qu'a gagné l'armée, c'est peut-être des formations importantes. Les militaires tunisiens, on dit d'eux qu'ils sont très cultivés, mais pas plus cultivés que la société, après tout, mais qui ne faisaient pas grand-chose, puisqu'ils étaient toujours dans les casernes. Et encore une fois, je pense que ce rôle-là, mais ce qu'a fait Ben Ali aussi, qui était un militaire de cabinet et pas du tout un militaire de terrain, disent ses congénères, donc lui-même n'était pas vrai, pour les militaires, les militaires nobles, Ben Ali lui-même n'était pas vraiment un militaire de carrière, etc. Et d'une certaine manière, je pense que c'est cette espèce de désamour de l'armée vis-à-vis de Ben Ali qui a contribué un peu à sa chute. Hein, je pense que... donc d'une certaine manière, l'armée, ça reste... Là aussi, il y a du travail à faire pour les sciences humaines et sociales. Mais eux, ils ne donnent pas leurs archives, hein, les militaires. Donc là aussi, nous avons du travail à faire. D'une certaine manière, là aussi, c'est un appareil très tunisien, encore une fois, qui n'est pas du tout... qui est dans la société, un peu, peut-être pas muet, mais actif, et puis c'est des privilégiés. Hein. Les militaires, c'est des gens assez privilégiés, mais assez silencieux et assez conscients probablement de leurs privilèges. Je crois que maintenant, ils se signalent un peu par ces tribunaux militaires qui ne devraient plus exister, puisqu'ils ont un régime plus démocratique. Les tribunaux militaires, c'est quand même pas de notre temps. L'autre question, oui, c'est pour répondre à Tahar. On est en retard? J'ai fini. Non, Tahar. Oui, Attar, merci en tout cas pour cette synthèse. C'est vrai que ça me fait plaisir que vous disiez ça, Attar, parce que si vous dites qu'il y a des intellectuels qui se sont impliqués en Tunisie, vous réparez une petite injustice, parce que des tas de gens disent, mais dans les sociétés en crise, on dit toujours, ah, les intellectuels, ils ne sont pas avec leur pays, ils ne sont pas sur les barrières, etc. Et ça, je pense que cette espèce de romantisme est beaucoup répété en Tunisie aujourd'hui, mais je pense parce qu'il y a une vraie crise sociale, il y a une crise de la société, c'est-à-dire que c'est quand même, beaucoup d'intellectuels je ne vais pas les défendre, mais beaucoup d'intellectuels se sont impliqués, et moi je vois en tout cas un véritable travail, hein, de chacun à sa place, etc., mais qui n'est pas encore
peut-être visible, donc je peux en témoigner sous des tas d'exemples. Vous en avez donné quelques-uns, mais il y en a plein d'autres beaucoup plus obscurs qui sont assez admirables. Mais je vous ai parlé tout à l'heure de l'observation des élections ou des choses comme ça, qui sont quand même des expériences où les intellectuels se sont mis dans un travail citoyen de première main, quoi. Pas seulement un travail de théorisation ou d'explicitation des choses. Et je pense qu'encore une fois, une des crises, il n'y a pas que la justice transitionnelle, une des crises de la société aujourd'hui, c'est véritablement dans la reconnaissance de ces intellectuels, et c'est le fruit encore une fois d'une histoire qui les a un peu mis de côté, qui les a atomisés, qui ne les a pas non plus laissés remplir leur rôle, mais leur rôle pas plus que, c'est-à-dire, leur rôle ça ne veut pas dire être dans la politique, c'est ça aussi le danger, hein, il faudrait pas que mais que les intellectuels forment aujourd'hui une catégorie autonome du pouvoir, mais en même temps reconnue par la société. Je pense que ça aussi, ça fait partie des prochaines étapes de la transition. Pour le moment, on en veut beaucoup aux intellectuels, à juste titre, mais parce que je pense que d'une certaine manière, il faudra aussi que le travail de rapprochement soit fait dans les deux sens, c'est-à-dire que les intellectuels eux-mêmes soient moins, comment dire, se conduisent moins comme sous Ben Ali, c'est-à-dire chacun pour soi, parce que c'était aussi ça, sous Ben Ali, c'était chacun pour soi, et je ne parle pas seulement de ceux qui ont collaboré, je parle même des autres qui sont restés complètement en dehors du pouvoir et de ses mirages, mais qui sont restés aussi complètement secrets, ou qui ont travaillé à l'étranger, etc. Et ça, il faut le temps que se reconstitue ce champ intellectuel, et qu'il se constitue, encore une fois, comme un champ autonome du pouvoir, mais en même temps pas populiste non plus, hein. Je veux dire, un prof c'est un prof, un avocat c'est un avocat, un médecin c'est un médecin, chacun doit faire son métier, et les vaches seront bien gardées. Mais d'une autre façon, je pense que tu as mis le doigt sur l'histoire de l'islamisme, qui est, à mon avis, encore une fois, un artefact, l'islamisme politique, mais à mon avis, les historiens de 2060, 70, 80, peut-être se prononceront dessus, mais c'est un mouvement ou un courant qui est né dans la rive sud de la Méditerranée et jusqu'à un peu plus loin. Mais qu'est-ce que ça donnera? Il y a bien eu le pan-islamisme du début du XXe siècle, et qu'est-ce que ça a donné? Il faudra que ça devienne un objet d'étude des historiens, et pas seulement des journalistes et des politologues. Et ce qui me fait dire, c'est ta dernière remarque sur l'histoire de la Constitution, parce que j'ai écrit un texte sur la Constitution. On m'a demandé d'écrire un texte sur la Constitution, qui était pour moi un exercice assez difficile, où j'expliquais que nous avons écrit une Constitution, mais nous ne savons pas qui l'a écrite et comment elle a été écrite. Parce que d'une certaine manière, c'est un mystère. J'ai commencé par dire 4 versions, elle a été écrite en un été, 149 articles avec une chose et son contraire, des choses qui ne devraient pas exister, des choses qui viennent de la politologie américaine et de la politologie scandinave et d'autres de la politologie, etc. Je veux dire, un patchwork extraordinaire. Bon, là, il faudra Mais là aussi, nous avons du travail à faire, mais je suis très contente que tu dises que nous avons rompu avec quelque chose d'en haut, nous avons fabriqué quelque chose d'un peu artisanal, peut-être un patchwork, mais c'est bien, on va le déconstruire un jour, ce patchwork, et on va comprendre ce qui s'est passé en Tunisie pendant l'écriture de cette Constitution. Moi, en tant qu'historienne, ça m'intéresse, j'aimerais être vivante pour que quelqu'un le fasse, parce que moi, je ne pourrais pas le faire. Je suis témoin dans cette affaire-là, et un témoin, c'est jamais vraiment très objectif. Justement, ce patchwork, pourquoi pas, vous avez dit 73% des Tunisiens ont regardé cette émission. Oui, c'est déjà qu'ils ont envie. Oui, de l'IMAT. Ça veut dire qu'ils ont quand même envie de savoir ce qui s'est passé avec ces gens-là, où ils sont, etc. Ils ont quand même envie de savoir, c'est comme des Tunisiens. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez qu'ils n'auront plus le droit de revenir en Tunisie? Il y a des gens qui ont été jugés, apparemment, des travestis. Oui, quelques-uns. Il y en a qui sont en fuite. Ce que je pense, moi... Ils vont revenir en Tunisie, ce serait votre... Je pense qu'ils essayent de venir en Tunisie, parce que plus ça va et plus j'y pense que c'est un changement qui ne va pas leur permettre de revenir véritablement. Mais je pense aussi que les travestis, ce n'est pas un bloc. Et que, voilà, je ne pense pas que cette famille fasse bloc de rien. Moi, je suis historienne, donc pour moi, rien n'est vrai, rien n'est... Donc, on peut être fils d'un salaud et pas salaud soi-même. Enfin, je veux dire, je ne rentre pas sous cette affaire-là. Donc moi, je ne me soustrais pas à la justice. Moi, je pense que ce que je voudrais, c'est que la justice de mon pays devienne indépendante et que ces gens-là acceptent de passer devant une justice indépendante. Mais vous savez, il y a 2 obstacles.
une justice indépendante, et pour moi c'est le plus important, et puis que les Trabelsi, un à un, et tous les autres qui ne s'appellent pas Trabelsi, passent devant cette justice, ça aussi, ça me semble un truc important. Voilà ce que je souhaiterais, moi, en tant que citoyenne tunisienne. D'abord, une justice indépendante et des justiciables qui acceptent de passer devant cette justice. Mais c'est une affaire de plusieurs années encore. La transition continue. C'est les patrons qui reviennent, c'est des Tunisiens. On ne peut pas leur enlever la nationalité tunisienne, c'est ça. Je n'ai aucun pouvoir sur eux, c'est pas mes affaires. Ce n'est pas mes affaires, ils fassent ce qu'ils veulent. Je veux une justice dans ce pays. Merci. Merci. Merci.